Merci beaucoup. Moi aussi, je suis ravie de retrouver tous mes amis. Même à Sfax et même en pédiatrie, j'ai des amis. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, pour changer, je vais vous parler d'asthme et je vais vous parler des phénotypes de l'asthme de l'enfant. Donc bien sûr, ça commence à être quelque chose de classique de parler de phénotypes, donc d'essayer de trouver des caractéristiques qui permettent de regrouper les enfants pour pouvoir, au bout du compte, en fait, leur proposer un traitement qui soit mieux adapté. Donc quand on parle de phénotype, c'est effectivement pour essayer de regrouper les enfants en fonction de leurs caractéristiques cliniques. Et ça n'est pas à vous. Je suis très contente de me voir, mais ce que je préférais, c'est voir mes diapos. Merci. C'est que, en fait, quand on parle d'asthme chez l'enfant, on a énormément d'enfants différents. On a ceux qui toussent, ceux qui sifflent, ceux qui ont des bronchites à répétition, ceux qui sont étiquetés laryngite, ceux qui sont étiquetés trachéite. Donc tous ces soucis qu'on a souvent, les petits, les grands, et on a toujours l'impression que quand on dit asthme et qu'on donne des sprays aux parents, on a réglé le problème sans être vraiment sûr de savoir ce qu'on fait. Donc la façon dont on voit l'asthme maintenant, c'est plutôt de se dire, c'est peut-être un syndrome, quelque chose qui regroupe différentes maladies, ou en tout cas différentes expressions selon l'âge, selon le terrain, selon l'environnement. Et si on arrive à dissocier en mettant des groupes homogènes, on arrivera certainement à mieux traiter les enfants et peut-être à prédire ce qui risque de leur arriver et adapter notre conduite pour essayer d'améliorer le futur de ces enfants. Donc, qu'est-ce qui fait un phénotype ? Bien sûr, notre génétique, nous n'avons pas tous les mêmes gènes, mais c'est clair que l'asthme étant une maladie polygénique, les gènes tout seuls n'interviennent pas certainement. Il faut la génétique et ce qui se passe autour, l'environnement. Et l'environnement, c'est dès que l'enfant est conçu, et peut-être même avant, jusqu'à sa croissance. Donc à l'intérieur et à l'extérieur. Ça nous permet d'abord d'avoir des phénotypes, donc les phénotypes avec les caractéristiques cliniques, biologiques, fonctionnelles, qui sont similaires, qui seraient identifiables et stables. Or, vous savez tous que chez les enfants, la stabilité, ce n'est pas particulièrement une caractéristique fondamentale. Donc ça pose un souci. La deuxième chose, c'est de se dire, une fois que j'ai réussi à trouver leurs caractéristiques, qu'elles soient cliniques ou biologiques, peut-être que je vais comprendre le mécanisme qui se passe derrière. Et ça, c'est ce qu'on appelle les endotypes. C'est la physiopathologie de ce qui se passe. Et à partir de ces endotypes, je vais pouvoir, d'une part, agir sur le plan thérapeutique de façon plus ciblée, plus personnalisée, mais aussi peut-être prévenir. Si je sais que tel enfant a plus de risques s'il est en contact avec des allergènes, eh bien cet enfant-là, j'essaierai de prévenir l'allergie chez lui. Et donc ça, c'est la médecine personnalisée prédictive. Donc pour ça, ce sur quoi je peux agir, c'est essentiellement l'environnement. Et je vous rappelle le tabac, la pollution, mais aussi les germes. Et les germes, c'est les germes extérieurs et les germes intérieurs. Et ceux qui travaillent sur ça, il y a deux façons. Il y a les experts, donc les gens qui ont l'habitude de travailler sur l'asthme, qui vont avoir des avis. Et puis maintenant, il y a l'intelligence artificielle. On met des millions de données de tous les patients. Et à partir de là, on essaye de regrouper, c'est l'ordinateur qui fait ça, d'essayer de retrouver des traits qui soient identifiables chez ces patients. Donc pour le moment, ce qu'on a, c'est les cohortes d'enfants qui ont été caractérisés. On part toujours du signe sifflement et puis on voit ce qui se passe. On distingue l'âge de début, quand est-ce que ça a commencé, quel impact ont les virus sur le développement de cette maladie, la sévérité des symptômes, l'atopie et l'exploration fonctionnelle respiratoire. Est-ce que la fonction respiratoire est d'emblée altérée ou pas ? Et enfin, l'indice de masse corporelle, et vous savez que l'obésité, c'est quelque chose qui intervient fortement dans l'asthme. Et à partir de là, on aboutit à, grossièrement, ces 5 phénotypes qu'on arrive désormais à mieux dissocier, qui sont les siffleurs transitoires, les siffleurs intermédiaires, les siffleurs tardifs, l'asthme persistant contrôlé, et celui qui nous pose énormément de problèmes, qui est l'asthme persistant sévère et qu'on n'arrive pas à contrôler. Je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive célébrissime
qui vous montre en fonction de l'âge les siffleurs provisoires, les siffleurs un peu plus tardifs et ceux qui vont être considérés comme de l'asthme, parce que en fait, c'est désormais, heureusement, un peu plus complexe que ça. Quand on parle de siffleurs transitoires, au départ, on pensait que c'était finalement pas méchant, c'était des enfants qui sifflaient au cours de bronchiolites et puis qui, en grandissant, allaient passer au-delà. Or, en fait, il y a deux problèmes. Le problème, c'est pourquoi est-ce qu'ils sifflent aussitôt? Qu'est-ce qui les prédispose? Est-ce que c'est un événement précoce? Est-ce que c'est parce qu'on les met très tôt à la crèche, qu'ils sont en contact très tôt avec des virus auxquels ils ne sont pas préparés? Est-ce que c'est parce qu'on les met dans un environnement toxique? Des parents qui fument, une maman qui fume alors que le bébé est in utero? Donc tout ça, ça interpelle sur qu'est-ce qui fait qu'on aboutit à ça. Le deuxième problème, c'est qu'on pensait que c'était une maladie tout à fait bénigne parce qu'il n'y avait pas plus de risque de sifflement après 6 ans que ceux qui n'avaient jamais sifflé. Donc on pensait que c'était quelque chose d'absolument bénin et épisodique. Or, en fait, on s'aperçoit que ces enfants, ils ont souvent des petites bronches. Ils ont des bronches anormalement petites par rapport aux autres. Et la question est, est-ce que c'est un défaut de développement bronchique? Est-ce que ça les prédispose après à faire une BPCO ou une pathologie obstructive quand ils seront plus grands? Et dans cette anomalie de développement bronchique, il y a... Est-ce qu'ils sont nés prématurés? Est-ce qu'ils sont nés à terme avec un petit poids de naissance? Est-ce que parmi les prématurés, on leur a mis une corticothérapie? On a mis une corticothérapie à la maman avant la naissance, sachant que la corticothérapie, ça arrête l'alvéolisation, le développement pulmonaire, ça arrête le développement bronchique. Donc, est-ce que tout ça, ça va intervenir sur le développement de ces enfants? Ce qui est reconnu maintenant comme risque de persistance, c'est l'atopie, le terrain familial et, je me répète, le tabagisme passif. Quand on passe par contre au sifflement persistant, donc les enfants qui commencent à siffler tôt et qui continuent à siffler, là on va trouver une fonction qui va être plutôt altérée à l'âge de 6 ans. Donc c'est des enfants qui naissent théoriquement avec une fonction respiratoire normale, mais qui va aller en s'aggravant. Là, on va trouver comme facteur essentiel l'atopie. Les sifflements tardifs, c'est les enfants qui allaient bien tant qu'ils étaient petits, et puis qu'une fois qu'ils entrent à l'école, commencent à siffler. Et là, certainement, l'hyperréactivité bronchique apparaît et l'altération de la fonction respiratoire ultérieurement. Donc déjà, quand on regarde comme ça, on se dit qu'il se passe quelque chose de différent dans les 3 cas. Après le problème de l'âge de début, on peut s'intéresser aux facteurs déclenchants de ces sifflements. Et donc là, on retrouve d'une part quelque chose qui est un peu caricatural, qui se dit on a les épisodiques viraux induits, qui sont saisonniers, avec une fonction respiratoire normale, et qui ne répondent pas très bien aux corticoïdes inhalés. Mais là aussi, en se disant c'est bénin, c'est pas si bénin que ça, parce qu'ils peuvent faire des épisodes sévères, et vous le savez tous, on peut faire une fois de temps en temps une bronchiolite catastrophique. Et de l'autre côté, on avait l'habitude de distinguer les multifactoriels, donc où entre les exacerbations, il y a quand même des symptômes qui sont dus à l'effort, au rire, aux pleurs, à l'humidité. Et dans ces multifactoriels, il y a encore un sous-groupe, pour faciliter les choses, qui sont des enfants qui ont déjà une fonction altérée respiratoire et où là, le rôle du tabagisme maternel, et malheureusement, je suis désolée pour les mamans, mais c'est quelque chose de catastrophique. Donc quand on aboutit à ça, qu'on regarde chez les petits, qu'est-ce qu'on peut avoir en mettant d'une part la gravité et d'autre part les facteurs déclenchants, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, ici, on a les facteurs déclenchants et ici, on a la gravité. On a tout ce groupe d'enfants qui sifflent de façon répétée au cours des viroses, mais sans que ce soit extrêmement fréquent. Ensuite, on a les enfants qui sifflent, là aussi, aux fonctions des viroses, mais qui font des épisodes sévères et qu'on n'arrive pas à équilibrer. Et puis, on a les atopiques qui vont faire des sifflements multifactoriels. Et vous voyez qu'en fait, on a des zones où on a de grandes interactions. Et là, on peut se dire que là, il y a quelque chose à faire. Et c'est sur ces interactions où on peut agir en se disant, d'accord, ils sont atopiques, mais qu'est-ce que je peux faire pour les protéger pour que les autres facteurs n'interviennent pas?
Donc le rôle de l'atopie, c'est effectivement quelque chose qui intervient dans le temps, dans la durée. C'est sur les plus grands enfants que ça va intervenir. Et vous voyez ici que finalement, c'est pas le fait d'être allergique aux acariens. L'allergie aux acariens, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement banal. Par contre, ce qui est grave, c'est d'avoir des multisensibilisations. C'est-à-dire que les enfants qui vont être d'une part sensibilisés aux acariens, d'accord, mais aussi qui ont des allergies alimentaires, qui vont avoir en même temps, par exemple, une sensibilisation aux moisissures, parce qu'on est dans un environnement où il y a des moisissures, ou aux animaux, ben vous voyez qu'ils vont avoir un risque, quand ils ont une sensibilisation précoce, très important de garder de l'asthme. Et vous voyez que le risque, il va jusqu'à 77 fois. Et ce qui est important aussi, c'est que nous, on a l'impression que l'atopie et le muscle, c'est des choses différentes. Eh bien, en fait, plus les enfants sont atopiques, plus ils vont avoir une hypertrophie du muscle lisse bronchique, qui vont voir une hyperréactivité bronchique importante. Donc, quand on regarde la classification du GINA, qui est relativement simple, qui nous dit, d'un côté, j'ai les viroses, de l'autre côté, j'ai les multifactoriels, et donc ce sont eux qui vont avoir de l'asthme et qui vont répondre au traitement. C'est pas si simple, parce que si vous regardez ici, dans les multifactoriels, vous aboutissez à quelqu'un qui fait plus de 3 épisodes par an, ou qui fait des épisodes sévères. Donc même s'il en fait qu'un par an, mais qu'il est sévère, on le met dans le grave et dans le futur asthme. Ou qu'il y a une aggravation nocturne. Et donc là, on retrouve l'intérêt de la clinique. Les enfants qui sont gelés la nuit, ben, c'est ces enfants qui sont plus à risque d'être compliqués. D'où l'approche thérapeutique qui est par palier, mais qui en fait s'appuie sur ce phénotypage et qui nous dit, si j'ai des sifflements viro-induits peu fréquents, c'est peu de symptômes, je les mets là. Donc en fait, je ne les soigne pas au long cours. Par contre, si j'ai les symptômes qui évoquent de l'asthme, et je vous rappelle que le fait qu'ils sifflent la nuit, tout de suite ça les classe là, eh bien je vais leur mettre un traitement de fond qui peut être soit des corticoïdes inhalés à faible dose, soit des antileucotriènes, soit des corticoïdes inhalés à forte dose mais en intermittent. Et puis après, quand j'ai dépassé ce stade, c'est là que je vais monter dans mon traitement. Mais vous voyez que tout de suite, le phénotypage, il intervient puisqu'on distingue les viro-induits peu fréquents, peu sévères, des autres enfants. Passons aux enfants un peu plus grands. Et la première cohorte qui s'est intéressée à l'asthme sévère de l'enfant, c'est la cohorte SARP, qui a fait un phénotypage qui s'est basé sur les EFR, donc la fonction respiratoire et l'évolution. Et vous voyez que là aussi, tout de suite, ce qui ressort, c'est le début, tardif ou précoce, l'atopie, est-ce qu'ils sont atopiques ou pas, et la fonction respiratoire qui est normale ou pas. Et l'asthme le plus sévère, c'est bien sûr début précoce, atopique, obstruction importante. Pourquoi est-ce que la fonction respiratoire est quelque chose d'aussi important et pourquoi est-ce qu'on ne cesse pas de dire qu'il faut faire souffler les enfants, même s'ils sont petits, même s'ils ont moins de 6 ans, on peut les faire souffler et ça a une valeur fondamentale. Pourquoi ? Parce que vous voyez ici la distinction. Ça va me permettre de suivre les enfants. Quand vous prenez des enfants qui ont un VEMS, qui est soit normal, et vous savez que les enfants ont très souvent un VEMS qui est dans les marges de la normale, et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux Z-scores, donc quel est leur endroit par rapport à la moyenne et les déviations standards. Mais il y en a qui vont être pathologiques. Ce qui est important, c'est qu'au bout d'un an, ils aient normalisé leur fonction respiratoire et que cette fonction respiratoire reste stable. Quand ils ont une fonction respiratoire qui est normalisée, vous avez un bon espoir de rémission, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui peuvent dépasser leur asthme. Quand vous avez une bonne fonction respiratoire, enfin vous avez une nette amélioration, mais qu'ils restent bas, c'est des enfants qui risquent de faire une BPCO quand ils seront adultes. Par contre, quand vous prenez ces enfants qui ont un VMS qui est absolument instable, et là vous allez voir qu'on a beaucoup de facteurs qui interviennent, entre autres le fait qu'il n'y ait pas de médicaments régulièrement, ce sont des enfants qui ont un mauvais pronostic. Et le plus souvent, ça c'est une étude que nous avions faite dans le service, sont des enfants qui sont plutôt des garçons d'origine rurale, qui sont polysensibilisés, qui font plusieurs exacerbations par an et qui avaient un VMS initial diminué. Donc le suivi de cette courbe,
pour vous, ça va être important parce que la question sempiternelle des parents, est-ce qu'il va guérir ou pas, vous savez déjà que vous avez quelque chose qui peut vous aider à répondre aux parents. Donc, qu'est-ce qui différencie un asthme de l'enfant de l'asthme du nourrisson? Déjà, c'est la présence de l'hyperréactivité bronchique. Deuxième façon de différencier, c'est l'atopie, on a dit. Mais en fait, l'atopie, ça reflète un type d'inflammation intrabronchique qui est l'inflammation Th2. Donc, chez les enfants, la majorité des enfants, ils ont une inflammation Th2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir des éosinophiles abondants, essentiellement dans les bronches, mais aussi dans le sang, et qui vont avoir des IgE élevés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les patients qui sont de type Th2. Et c'est la majorité des enfants, c'est entre 70 à 80% des enfants. Ce qui va les caractériser, c'est une hyperréactivité importante quand on les compare à ceux qui n'ont pas de Th2, un remodelage important, et ça, vous savez combien le remodelage, c'est-à-dire qu'on transforme ces bronches souples en des bronches relativement rigides, étroites, avec une fibrose sous-épithéliale, donc quelque chose qui va persister, c'est grave. Et puis, c'est la réversibilité sous corticoïdes inhalés qui est beaucoup plus important dans les Th2 élevés que dans les Th2 faibles. L'intérêt ultérieur, c'est si on ne répond pas à la corticothérapie, c'est qu'on pourrait éventuellement leur proposer des anti-IgE. Avant de passer à l'asthme sévère, je voudrais juste dire un mot de la toux équivalent d'asthme qui, j'imagine, pour tous ceux qui suivent des enfants, est un casse-tête. Qu'est-ce qu'on peut donner à ces enfants? D'abord, c'est quand la toux est le symptôme prédominant. Le diagnostic est relativement facile quand ils sifflent à côté et qu'ils sont dyspnéiques, mais quand la toux est isolée, on est obligé d'abord d'éliminer tous les diagnostics différentiels. Celui qui la caractérise, c'est qu'elle est nocturne, qu'elle apparaît à l'effort aussi, et qu'elle est surtout frappante au moment des viroses. Et les mamans vous disent, il ne dort pas. En fait, il ne dort pas jusqu'à minuit, 1h du matin, mais ça, sur le plan qualité de vie, c'est une catastrophe, même si ça n'a aucun risque pronostique. C'est une toux qui est sèche, qui est immétisante. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces enfants? Puisque la corticothérapie inhalée seule ne suffit pas, ce qu'on peut éventuellement proposer, c'est d'associer des antileucotriennes, puisque vous voyez ici que quand on associe des antileucotriennes aux corticoïdes inhalés, on a tendance à baisser le score de toux, même si ça n'est pas absolument parfait. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu, si vous le voulez bien, sur l'asthme sévère. Donc, la forme classique de l'asthme sévère de l'enfant, comme on l'a vu tout à l'heure, c'était plutôt des garçons atopiques, multisensibilisés, avec un trouble ventilatoire qui est obstructif, réversible dans la majorité des cas. Les enfants ont une superbe fonction respiratoire, heureusement, mais qui peut être irréversible, avec une EFR qui est normale dans plus de la moitié des cas, malgré des symptômes très fréquents des exacerbations. Le plus souvent, c'est une inflammation Th2 avec une interleukine particulière qui est l'interleukine 33. Alors l'interleukine 33, elle est fabriquée par l'épithélium bronchique et ce qui la caractérise, c'est que quand on met des corticoïdes, on n'arrive pas à la calmer. Elle continue à être fabriquée. Et donc ce sont des enfants qui résistent aux corticoïdes, chez qui on est obligé de mettre de très fortes doses et d'associer différents traitements. Donc ça, c'est la forme classique. Mais dans l'asthme sévère, je suis sûre que vous avez été confrontés à des sous-groupes. Il y a ceux qui vivent dans de mauvaises conditions socio-économiques et qui sont sensibilisés aux champignons, les moisissures qu'il y a dans la maison. Il faut toujours poser la question aux parents, parce que ça, c'est quelque chose, surtout dans les salles de bain, dans les cuisines, les gens qui vivent dans des garages, etc. Il y a le déficit en vitamine D. Vous savez qu'en Tunisie, beaucoup de nos enfants ont des déficits en vitamine D. Et puis peut-être aussi ceux qui n'ont pas d'éosinophiles, mais qui ont plutôt des neutrophiles, et donc là, ça ne répond pas à la corticothérapie. Et puis, ce qui est fondamental, c'est de chercher les comorbidités. Qu'est-ce qui aggrave l'asthme? C'est d'avoir d'autres maladies avec. Or, le plus classique, vous avez tous vu, c'est les enfants qui ont le nez qui coule, ou éventuellement le reflux, bien que l'association asthme et reflux soit toujours discutée. Mais il y a aussi l'obésité. Et vous savez que chez nous, on a beaucoup, surtout dans les classes aisées, d'enfants qui sont devenus obèses, force de manger des sucreries ou ne pas manger à la maison.
et puis il y a l'anxiété et la dépression. Et quoi qu'on ait l'impression que les enfants n'arrivent pas à être anxieux, en fait, il y en a beaucoup qui font des crises qui sont plutôt des crises de panique associées à leur crise d'asthme que de réelles crises sévères. Donc il faut y penser aussi. Donc asthme et obésité, c'est juste pour vous montrer que je ne vous raconte pas d'histoire. Quand on regarde en fonction du poids, donc là, c'est le critère le plus parlant qui est le tour de taille par rapport à la hauteur de l'enfant. Eh bien, quand ce rapport augmente, c'est-à-dire que les enfants ils ont une obésité au niveau du tronc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'asthme modéré à sévère que dans les autres formes d'asthme. Et il y a plus d'asthme que chez les sujets qui ont un poids normal. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les enfants obèses? Des enfants obèses, d'abord, ils nous posent un problème parce qu'ils sont très symptomatiques. Vous les voyez souvent aux urgences, vous les voyez souvent en consultation. Et à chaque fois que vous les voyez, vous ne les trouvez pas si graves que ça, donc vous ne comprenez pas pourquoi. Et en fait, il y a une dissociation entre leur fonction respiratoire et la sensation et les symptômes qu'ils ont. Et c'est probablement l'obésité qui aggrave la fonction respiratoire. L'autre problème, c'est que les enfants obèses, ils répondent moins bien aux corticoïdes. Donc vous avez beau leur mettre beaucoup de corticoïdes, ils ne répondent pas. Et en fait, il faut associer à la corticothérapie en faible dose, il ne faut pas monter les corticoïdes, d'autres médicaments qui sont plus actifs en cas d'obésité. L'autre problème, ce sont les enfants qui sont très symptomatiques, qui sont fréquemment exacerbateurs. Ils vont bien, ils vont pas bien, ils vont bien, ils vont pas bien. Ils sont tout le temps en consultation, tout le temps à être hospitalisés. Et là, malheureusement, c'est des bronches qui sont instables. Donc en fait, ce ne sont pas des phénomènes inflammatoires que plutôt des phénomènes de problèmes de structure bronchique qui vont se fermer rapidement. Dès qu'il y a quelque chose, de la poussière, du vent, les mamans, elles vous disent « Shem lehouet sakr ». Donc en fait, ça, c'est plus des problèmes de réactivité bronchique que d'inflammation. Et là, c'est un problème de fermeture des voies aériennes. Je crois que j'ai un petit souci encore. Voilà. Et puis, finalement, ce qui caractérise l'enfant aussi, c'est l'asthme intermittent sévère, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont très bien, qui font une crise très sévère et qui ensuite vont passer une année sans rien et après repasser de nouveau devant vous pour une crise sévère. Et là, il faut, et ça va être difficile d'expliquer aux parents que malgré leur bonne santé, ils ont besoin d'un traitement de fond parce que vous ne savez pas quand ils vont tomber malades. Enfin, l'asthme très grave, voire mortel, malheureusement, il peut nous arriver de perdre des enfants par asthme, et particulièrement les adolescents. Et je me souviens d'un ou deux enfants qu'on a perdus comme ça, et c'est horrible. Ce qui peut prédire ça, c'est ceux qui ont déjà fait un asthme grave, très grave, et donc dès qu'ils ont des signes, il faut les reprendre. Ceux qui ont été hospitalisés à plusieurs reprises, ceux qui utilisent beaucoup de bêta-2, et donc il faut dire aux parents que c'est un mauvais signe d'avoir besoin de bêta-2 de courte durée d'action. Ceux qui ne perçoivent pas leurs symptômes ou qui les nient. Vous avez beaucoup d'adolescents qui vous disent qu'ils vont bien alors qu'en fait, ils ne vont pas bien. Et un déclin rapide de la fonction respiratoire. Et c'est pour ça qu'il faut surveiller la fonction respiratoire. Et en fait, quand vous regardez les facteurs sur lesquels vous pouvez agir, d'abord, c'est une mauvaise adhérence aux corticoïdes inhalés. C'est un facteur vraiment prédictif de mortalité par asthme. Ça peut être soit parce que les parents ne veulent pas, mais aussi parce qu'il y a une difficulté d'accès, les enfants qui habitent loin, les enfants qui n'ont pas les moyens, le tabagisme auquel ils sont exposés, l'exposition aux allergènes et l'alternariat qui est une moisissure ou au soja, et l'intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et vous savez que les parents ont tendance à utiliser beaucoup d'ibuprofène contre la fièvre, ce qui ne devrait pas se faire parce que ça risque de provoquer ces crises d'asthme sévérissimes. Donc il faut faire attention à l'obésité, aux bas niveaux socio-économiques, aux problèmes psychosociaux majeurs, les enfants qui ont des parents divorcés, un papa qui ne s'entend pas avec la maman, début précoce, les adolescents, ceux qui ne perçoivent pas la sévérité des symptômes et ceux qui ne consultent pas régulièrement. Pour finir, c'est l'asthme sévère problématique, c'est une façon de voir les choses qui dit peut-être que tous ces asthmatiques sévères ne sont pas si sévères que ça, qu'en fait il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Et la question c'est, ils sont maltraités
ils sont mal contrôlés, bien que vous leur ayez tout mis. Qu'est-ce qui se passe? Là, on les classe d'abord en asthme difficile. L'asthme difficile, on va dire, je vais éliminer tout ce qui n'est pas de l'asthme. Je croyais que c'était de l'asthme, mais je me suis trompée. Il faut toujours se remettre en question. C'est une coarctation des arcs aortiques, ce sont des DDB, c'est une dyskinésie ciliaire, il y a énormément de choses. Ou bien, est-ce qu'il y a des caractéristiques sur lesquelles je peux agir? Et ces caractéristiques sur lesquelles je peux agir, c'est les comorbidités. Est-ce qu'il est obèse? Je vais le mettre au régime, je vais lui faire plus de sport. Est-ce qu'il a une anxiété? Je vais le montrer au psychologue. Est-ce qu'il a une rhinosinussite chronique? Je vais l'envoyer chez l'ORL pour qu'il se fasse traiter. Parce que tout ça, je peux agir dessus. Est-ce qu'il a un papa qui fume? Et là, je suis d'accord avec vous, c'est plus difficile d'agir sur le papa qui fume que de voir l'ORL. Mais bon, il faut quand même agir sur le papa qui fume. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail, on se retrouve avec seulement peut-être 20 à 30% de ces enfants qui nous posent problème, qui sont réellement des asthmatiques sévères, avec soit une morbidité chronique, soit des exacerbations sévères, soit une mortalité. Donc, quand vous avez des symptômes d'asthme résistant au traitement, vous faites vos diagnostics différentiels, essentiel, toujours le refaire. Ensuite, selon les comorbidités et le contexte social, vous avez ce qu'on appelle l'asthme plus, qui est asthme plus autre chose sur lequel je vais agir. Puis je réévalue. Soit je l'ai réglé et c'est bon. Soit c'est effectivement un asthme difficile, mais sur lequel je n'arrive pas à agir et je vais essayer une prise en charge à l'hôpital. Si tout ça ne marche pas, je phénotype, TH2, non TH2. Et si j'ai ni comorbidité, ni contexte social et environnement, c'est tout de suite un asthme sévère. Et là aussi, je vais phénotyper en inflammation. L'asthme de l'enfant, tout à l'heure, on a discuté la stabilité des phénotypes. Donc, je reviens à tout à l'heure. Quand ils sont tout petits, ils sont soit non atopiques et peu de symptômes, soit atopiques, asthmatiques et rhinitiques en étant tout petits. Vous voyez que là, on a 2% et là, on a 60%. Et puis, ils vont évoluer, ces enfants. Et la majorité de ceux qui sont non atopiques avec peu de symptômes vont rester non atopiques et asymptomatiques. Par contre, ceux qui sont atopiques avec un asthme et une rhinite, en majorité, ils vont passer à atopiques et asthmatiques, mais de 2% à l'âge de 2-3 ans, on va se retrouver à 11% à l'âge de 12 ans. Et puis les autres, ils vont pouvoir bouger. Et le fait d'avoir de l'atopie et quelques symptômes va faire que l'atopie va rester, mais on va avoir peu de symptômes. Par contre, les non-atopiques, mais qui ont déjà un asthme et une rhinite, vous voyez que à peu près dans la moitié des cas, ils vont guérir. Donc si on peut garder un message, c'est s'ils ne sont pas atopiques, s'ils sont peu symptomatiques, ils vont guérir. S'ils sont atopiques et s'ils ont des sifflements fréquents, ils risquent d'être asthmatiques allergiques. Par contre, s'ils sont symptomatiques mais qui n'ont pas d'atopie, ils vont faire un asthme non allergique peu fréquent, mais là, il y a d'autres facteurs qui interviennent et sur lesquels il va falloir agir. Donc, et ceci est ma dernière diapo sur laquelle je vais conclure. Je vais partir des symptômes, de la présence d'une atopie ou pas, des données fonctionnelles respiratoires, de la présence d'exacerbation, de l'âge de début, et je vais phénotyper mes enfants déjà cliniquement. Et là, je vais me dire, je vais me retrouver dans l'asthme précoce allergique ou dans l'asthme qui est juste lié à l'exercice. Et de l'autre côté, je vais avoir l'asthme et obésité, et où il y a peu d'inflammation. Quand je suis en précoce allergique et souvent avec l'exercice, je vais me retrouver en TH2. Quand je suis dans cet asthme lié à l'obésité et postgranulocitaire, je vais me retrouver en TH2 non inflammatoire. Et de là, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est le TH2 précoce allergique, exercice, je vais mettre des corticoïdes inhalés et dans la majorité des cas, je vais avoir un très bon résultat. Si ça ne suffit pas, à part les autres associations, voilà. Je peux agir aussi en désensibilisant les enfants. Je vous rappelle que ce sont souvent des asthmes allergiques. Et finalement, je peux mettre des anti-IgE. Par contre, si j'ai un asthme non TH2, je vais garder les corticoïdes. Et je vous rappelle que c'est une recommandation forte. On n'enlève pas les corticoïdes inhalés chez l'enfant, mais on ne va pas monter indéfiniment. Ça ne sert à rien. On reste en dose faible et on va essayer des associations. En dehors des associations classiques, ce qui peut marcher, c'est d'associer
des lamas, éventuellement, donc des anticholinergiques, de la vitamine D, des macrolides pour les exacerbations. Donc, classiquement, pour les exacerbations, on ne met pas d'antibiotiques chez les asthmatiques, sauf dans ces cas-là, donc des enfants qui ne sont pas allergiques et chez qui on va pouvoir, qui n'ont pas de TH2 et chez qui les macrolides, au cours des exacerbations, peuvent avoir une certaine utilité. Voilà, je vous remercie.